Il est 15h, merci d'être avec nous sur BFM TV dans l'après-midi info. Dans ce journal, nous allons revenir sur les violents affrontements hier entre supporters de l'OL et du PSG sur un péage d'autoroute. Le bilan, 30 supporters et 8 policiers blessés, 10 interpellations. Dans un communiqué, l'Olympique Lyonnais dénonce une erreur manifeste de parcours après les violences. Nous serons sur place dans un instant avec Hugo Smag, on en parle en plateau avec nos invités. Dans l'actualité également, cette réduction de la durée d'indemnisation, des conditions également durcies. Gabriel Attal a précisé les contours de la contestée réforme de l'assurance chômage dans la tribune dimanche. Objectif, viser le plein emploi. Les syndicats sont vent debout contre les mesures annoncées. En Israël, il y a eu une alerte au tir de roquettes sur Tel Aviv pour la première fois depuis des mois. Selon l'armée israélienne, 8 roquettes ont été tirées à partir de Rafah. Cette alerte intervient après plusieurs mois de calme relatif dans cette région du pays. On va en parler dans un instant avec le général Pellistrandi. D'abord, donc, retour sur ces violents affrontements entre supporters du PSG et de l'OL hier sur un péage d'autoroute avant la finale de la Coupe de France. Bilan 30 blessés parmi les supporters, plus 8 policiers, 10 interpellations. Triste image du sport que la France a encore renvoyé. L'OL a fait un communiqué ce dimanche pour des raisons encore à déterminer. L'escorte de police a décidé de faire passer 7 cars lyonnais au milieu des 18 cars parisiens rassemblés au péage de Fresnes. On le voit, ce communiqué. Le club évoque une erreur manifeste de parcours. On va y revenir dans un instant avec nos invités en plateau. Mais d'abord, on va aller voir Hugo Smag. Vous êtes, Hugo, sur l'A1 au péage de Fresnes. Les Montauban où les heurts ont eu lieu hier soir. Sur place, il y a encore les stigmates de ces violences. Oui, tout à fait. Ici, il y a encore les stigmates de ces violences, comme vous dites, puisque l'on peut voir là sur les images de Aristide Saadna qu'il y a encore un bus qui a été incendié dans cette aire de péage de Fresnes-les-Montauban. Le bus a été incendié. Et également, on peut voir la gare de péage qui a été touchée par cet incendie. Et puis, comme vous l'avez dit, il y a dans ce communiqué de l'OL une question qui se pose sur cette erreur de parcours, puisque ces supporters n'étaient pas censés se rencontrer, puisque ce match était considéré comme étant à haut risque. Il y avait donc eu 2 itinéraires qui a été prévus, un pour les supporters de l'OL, l'autre pour les supporters du Paris Saint-Germain. Malheureusement, ils se retrouvent tous les deux hier à 18h environ sur cette aire de péage. C'est là qu'ils se reconnaissent, les supporters descendent du car, il y a des échanges de coups et puis ce bus incendié, les CRS qui interviennent assez rapidement puisqu'ils étaient là aussi pour escorter les autocars. Au total, un bus incendié, 3 autres autocars sont touchés moins gravement et puis voilà ce péage comme je vous l'ai montré. Les Parisiens ont pu repartir vers le stade assez rapidement, tandis que les supporters lyonnais, eux, sont restés plusieurs heures ici, le temps qu'un système de navettes soit organisé pour venir les récupérer, puisque leur bus ne pouvait pas redémarrer. Le bilan, c'est 30 blessés, 14 prises en charge médicales, et puis 8 policiers également ont été touchés. Et puis cette autoroute A1 qui a été fermée pendant plus de 4 heures hier soir avant d'être rouverte en fin de soirée. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, tout a repris normalement. C'est un retour à la normale, même s'il reste encore cette carcasse et quelques portes de ce péage qui restent fermées encore aujourd'hui. Merci Hugo Smag en direct de cette aire d'autoroute avec Aristide Saadna pour BFM TV. On en parle également avec nos invités. Bonjour Abdelkrim Branine, vous êtes journaliste, co-auteur du livre Chaos Football Club avec Daniel Riolo. Nous accueillons également Pierre Thévenet, bonjour, journaliste RMC Sport. Pierre, pour commencer avec vous, on a vu ce communiqué de l'Olympique Lyonnais qui dénonce une erreur manifeste de parcours puisque des policiers devaient escorter ces bus de supporters, ces cars. On laisse penser justement à cette défaillance des autorités. C'est ça, ce serait ça l'origine. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à aucun moment ces bus ne devaient se retrouver au même endroit, au même moment, surtout en aussi gros nombre. Les Lyonnais étaient censés se rassembler sur une aire d'autoroute ailleurs à cet endroit-là, sauf qu'un des bus a eu un accident sur le parcours, a été en retard et donc a provoqué ce petit retard qui a fait finalement malheureusement que tous les bus se retrouvent au même endroit. Est-ce que c'est une erreur des forces de l'ordre? Est-ce que c'est une erreur pas fait exprès finalement que tout le monde se retrouve au même endroit? En tout cas, c'était vraiment la chose à éviter. Ce match était classé 5 sur 5. Hugo Smag le disait par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme. On savait qu'il y avait des risques de débordement et c'est pour ça qu'on avait essayé au maximum d'éviter que les bus soient au même endroit au même moment. Pierre, on revoit ces images. Ces images, elles ont frappé les esprits et également parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive autour du football français.
C'est un miracle qu'il n'y ait pas de blessés graves dans ces affrontements. Racontez-nous, refaites-nous le fil de ce qui s'est passé. C'est simple, les bus lyonnais arrivent donc sur zone où les bus parisiens sont eux déjà présents. Après, de savoir qui est descendu du bus en premier, qui a attaqué l'autre, c'est très compliqué à savoir. On le verra avec les images de vidéosurveillance certainement. C'est ce que demande également l'Olympique lyonnais. On a des témoignages de supporters lyonnais qui disent que les Parisiens sont venus les attaquer dans le bus. Les Parisiens disent eux qu'au contraire, ce sont les Lyonnais qui sont descendus pour en découdre. Et puis quand ils se sont rendus compte qu'ils étaient beaucoup moins nombreux, ont battu en retraite. C'est compliqué de connaître exactement le déroulé. Ce qui est certain, c'est que les uns au contact des autres n'ont pas réussi à s'empêcher de finalement se taper dessus. Abdelkrim Branine, on se pose la question, parce que ça c'était aux alentours de 18h que ça a commencé sur cette aire d'autoroute, puis il y a eu le match à 21h. Et malgré tout, donc, ces supporters, ils ont été autorisés à aller dans le stade Mauroy. Vous trouvez ça normal ? Alors normal, je ne sais pas. En tout cas, il est évident qu'il y a... Plus l'heure approche du match, c'est très compliqué de bouleverser les choses. On prend évidemment de gros risques. Il y a une enquête qui a été ouverte. Elle nous dira très certainement, je l'espère, pourquoi il y a eu ce choix ou ce non-choix des forces de l'ordre de faire en sorte que ces bus, malheureusement, se croisent, évidemment. Et alors, on parle du communiqué de l'OL. Il y a un communiqué, pour l'instant, côté Paris Saint-Germain. On a seulement le communiqué du CUP, le collectif Ultra Paris, qui, bon, sans surprise évidemment, incrimine les supporters lyonnais. Quelle image désastreuse. On est à 2 mois des Jeux Olympiques. Quelle image désastreuse de la France envoyée à l'étranger. Je le disais sur votre antenne ce matin au Sens Propre, parce que cette image est très spectaculaire de ce bus en feu. Et puis évidemment, l'image de la France était cornée. On n'avait pas besoin de ça, puisque évidemment, il y a encore... quelque temps, on a vu le fiasco de la finale de la Ligue des Champions contre le Real et Liverpool au Stade de France. Cette fois-ci, il n'y a pas d'anglais à incriminer, donc c'est compliqué. Et évidemment, dans quelques semaines, on a les Jeux Olympiques avec quelques événements avec à haute tension. Je pense notamment, pour ce qui est la partie football, à la domiciliation de l'équipe d'Israël au Parc des Princes. Ce sera évidemment, malheureusement, malgré le contexte, en raison du contexte international, des matchs à haute tension. Donc, on espère qu'on aura des garanties au niveau du ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'il faut penser que les clubs, que la fédération, que la ministre des Sports n'en font peut-être pas assez, ou que les choses ne sont pas encore au point ? Alors, la Coupe de France est organisée par la FFF. Là, ces événements ont lieu en dehors du stade. On ne peut pas pour autant mettre hors de cause la FFF, avec à sa tête un président qui est un peu en campagne, Philippe Diallo. Il y a des élections à la fin de l'année, au mois de décembre. Et évidemment, les autres responsables, à qui on va demander des comptes, le ministre de l'Intérieur pour cette défaillance, je mets le mot entre guillemets, concernant les escortes des forces de l'ordre, et évidemment les responsables au niveau de Lyon et du Paris Saint-Germain, et les responsables de la sécurité de chaque club. Pierre, il y a 2 choses, Fanny en parlait, il y a effectivement le fait qu'on peut être surpris que certains de ces supporters aient pu assister ensuite au match et n'ont pas été renvoyés vers leur ville, et puis on a de plus en plus des incidents, des violences qui ont lieu en dehors des stades désormais. Exactement, au départ, souvent les violences étaient caractérisées à l'intérieur des stades, sauf qu'il y a de plus en plus de caméras, il y a de plus en plus de surveillance, on retrouve de plus en plus facilement les fautifs. Du coup, ces derniers mois, on a tendance à voir ces violences se déplacer sur les trajets. Il y a eu un convoi de supporters marseillais qui avait été attaqué à Saint-Etienne après un match à Clermont, un convoi de supporters niçois attaqué sur le chemin retour de Lyon. C'est des événements qui sont passés il y a quelques semaines. Il y avait également le bus des Lyonnais à Marseille le 30 octobre dernier, cette image choquante de Fabio Grosso, l'entraîneur lyonnais, qui sort le visage ensanglanté. Les incidents se déplacent à l'extérieur des stades. Les supporters, c'est là qu'ils agissent désormais. Il peut y avoir des sanctions sévères là. Qu'est-ce que risquent les clubs, C'est compliqué parce que, comme le disait monsieur, les incidents sont à l'extérieur du stade. Donc c'est compliqué de savoir qui va prendre la décision de sanctionner. D'abord la justice, évidemment, s'il y a une enquête qui est menée, que des fauteurs de troubles sont notés, remarqués, ils pourront évidemment être sanctionnés. De là peut-être... En tout cas, sur le papier, il pourrait être interdit de stade administrativement, en tout cas. Merci beaucoup à vous. Et justement, vous parliez de ces antécédents. On va voir que ces faits qui ont déjà été condamnés, en tout cas avec la plus grande fermeté par le président Emmanuel Macron, ce n'est pas la première fois qu'ils arrivent en marge de ces matchs de football français. Retour sur ces tristes précédents, justement, avec Raphaël Redon. Mai 2022, au Stade de France se joue la finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool. On en garde le souvenir d'un fiasco sécuritaire. Avant la rencontre, c'est le chaos aux abords de l'enceinte de Saint-Denis. Des milliers de fans, pour beaucoup français, tentent de rentrer avec des faux billets et d'escalader les grilles. La police use de gaz lacrymogène pour les en empêcher. Certains sont poursuivis par les forces de l'ordre pour violence et vol. Des centaines d'interpellations, des gardes à vue, 36 minutes de retard au coup d'envoi et l'image d'un pays qui ne sait pas gérer un tel événement.
En octobre dernier, jour d'Olympico, Lyon se rend à Marseille. Mais avant la rencontre, le bus lyonnais est caillassé par des supporters phocéens. Les vitres sont brisées et surtout, l'entraîneur de l'époque, Fabio Grosso, est lourdement blessé à l'œil. Le match est annulé. On était énervés, on a passé une journée très triste pour le sport. Et cette journée, elle doit nous faire réfléchir. On ne peut pas mettre en danger la vie des gens. Et pourtant, 2 mois plus tard à la Beaujoire, la rencontre Nantes-Nice est marquée par le décès d'un supporter nantais, poignardé avant la rencontre par un chauffeur VTC qui transportait des Niçois. On se dit aujourd'hui qu'il faut qu'on ait vraiment un moment comme un moratoire sur ces déplacements de supporters pour qu'il y ait une prise de conscience collective. Mais hier, cela n'a pas suffi. Le choix de Lille pour la finale de Coupe de France était celui de la neutralité. Finalement, l'affrontement a eu lieu bien en amont, sur la route, entre des cars lyonnais et parisiens qui ne devaient pas se croiser. Certains portaient des maillots revendiquant leur appartenance à des mouvements hooligans. La FFF a qualifié d'inadmissibles ces actes. Pour le foot français et ses supporters, la coupe est pleine. Dans l'actualité également de ce dimanche, Gabriel Attal confirme un durcissement des règles de l'assurance chômage dans un entretien à la Tribune dimanche. Les règles seront durcies à compter du 1er décembre pour aller vers le plein emploi, a confirmé le Premier ministre. Gabriel Attal qui a fait le service après-vente ce matin. On l'écoute. S'il y avait autant de Français qui travaillent que d'Allemands qui travaillent, on aurait très peu de problèmes pour équilibrer nos comptes publics et pour financer notre modèle social. Par ailleurs, moi, tout le monde me dit, et là j'étais encore dans une boulangerie où j'ai échangé avec les boulangers, qu'ils ont énormément de mal à recruter et qu'ils souhaiteraient qu'on ait un modèle social qui soit peut-être davantage tourné vers l'activité, plus incitatif à travailler. Et donc c'est le sens de la réforme que j'ai annoncée, qui nous rapproche de nos voisins européens tout en laissant à la France un système plus généreux que la plupart de nos voisins. C'est pas une réforme qui pénalise les chômeurs, comme le disent certaines oppositions ce matin? Non, ce qui pénalise les chômeurs, c'est le chômage. Et ce qui permet justement d'aider les chômeurs, c'est de retrouver un emploi. Il faut qu'on assume d'avoir un modèle social plus tourné vers l'activité, mais tout en gardant une protection qui reste une des protections les plus fortes d'Europe. Nous sommes aujourd'hui à tout pile 2 semaines des élections européennes et Emmanuel Macron, vous le savez, est donc prêt à débattre, a-t-il dit hier, avec Marine Le Pen, qui, elle, pose toujours comme condition soit la démission du président, soit la dissolution de l'Assemblée en cas d'échec de Renaissance. Lucas Campisi. Il faut débattre. C'est l'invitation du président à Marine Le Pen, 2 semaines avant les élections. C'est très importante l'élection européenne et donc c'est un moment où il faut clarifier les idées, où il faut justement expliquer les projets qu'il y a de part et d'autre. Donc je suis prêt à le faire et à mouiller le maillot. La chef du RN pose ses exigences. Je débattrai contre Emmanuel Macron s'il met sur la table sa démission ou la dissolution de l'Assemblée nationale en cas d'échec de la liste Renaissance. Des conditions non acceptables pour la majorité. Marine Le Pen a fait un refus d'obstacle, de toute évidence, parce qu'elle a peur. Alors, peur de quoi? C'est à elle de nous l'expliquer. Est-ce que c'est d'être mis en face de ces incohérences? Gauche et droite dénoncent un déséquilibre dans la campagne des européennes. Depuis 2022, il y a 3 blocs dans ce pays. Il faudrait l'oublier. Le président de la République n'a pas le droit de se choisir l'adversaire dont il considère qu'elle est en fait sa meilleure assurance vie, parce que c'est de cela qu'on parle. Et je crois que ce qui est en train de se jouer est d'une très particulière gravité, parce que le chef de l'État trahit l'esprit et la règle de nos institutions. Le débat n'est pas encore programmé. Il pourrait se dérouler avant le scrutin du 9 juin. Et un événement à ne pas manquer sur BFM TV demain soir. Les 8 principales têtes de liste débattront en direct dans une émission animée par Apolline de Malherbe et Maxime Switek. C'est demain soir, c'est le rendez-vous 20h30 sur BFM TV. Dans l'actualité, les tensions qui persistent toujours. En Nouvelle-Calédonie, l'aéroport international fermé va rester fermé aux vols commerciaux au moins jusqu'au 2 juin, ce qui fera 3 semaines donc, de fermeture au total depuis le début des événements. Je peux aller à tout moment au référendum, annonce par ailleurs Emmanuel Macron dans son interview aux Parisiens. L'actualité en Israël avec cette alerte au tir de roquettes sur Tel Aviv pour la première fois depuis des mois. Selon l'armée israélienne, 8 roquettes ont été tirées à partir de Rafah. Des sirènes d'alerte ont retenti à Tel Aviv et dans le centre d'Israël pour que les habitants se mettent à l'abri. De son côté, l'armée israélienne a mené de nouveaux bombardements sur Gaza. On en parle avec le général Pellistrandi, consultant de défense BFM TV. Bonjour, merci d'être avec nous. Cette alerte intervient après plusieurs mois de calme relatif dans cette région du pays. C'est ça notamment qui frappe. Ça faisait plusieurs mois qu'il n'y avait pas eu d'alerte sur Tel Aviv. Oui, calme relatif, c'est-à-dire que le Hamas n'avait pas tiré en dehors. Voilà. Et là,
ils tirent ce matin vers Tel Aviv. Donc, en fait, c'est aussi une forme de provocation de la part du Hamas. Ils tirent depuis Rafah. Et donc, cela, en quelque sorte, justifie la poursuite de l'offensive israélienne, puisque le territoire israélien est menacé. Donc, on voit bien d'ailleurs que, alors que les négociations pour la libération des otages n'avancent absolument pas, on voit bien que le Hamas n'est pas du tout dans une logique de désescalade, bien au contraire. Et donc, a posteriori, ça justifie effectivement l'attitude du gouvernement de Benyamin Netanyahou. Donc, en fait, on est dans une impasse stratégique, une impasse militaire. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle un certain nombre de hauts responsables de l'armée israélienne s'interrogent et demandent mais quelle est la stratégie pour le jour d'après. En tout cas, on voit très clairement avec ce signal envoyé par le Hamas qu'on est très loin de négociations, ne serait-ce que pour une trêve et de la libération d'otages. Autre point de situation, il y a ces camions d'aide qui entrent dans Gaza en passant par le passage israélien de Kerem Shalom. Alors ça, c'est quand même dans cet horizon qui est très sombre, une issue un peu positive. Ouais. L'aide humanitaire est absolument indispensable. En fait, en gros, il y a 2 points d'entrée. Il y en a un qui a été construit notamment par les Américains, un port, une jetée artificielle, mais avec un débit très faible, mais tant mieux pour le Nord. Et puis là, effectivement, ces camions qui passaient... Alors, il faut comprendre que c'est compliqué. Ils passent par l'Égypte, ils sont renvoyés en Israël, ils sont fouillés par les Israéliens pour être sûr qu'il n'y a pas, en fait, de produits, par exemple d'armement ou de munitions, qui vont cacher là-dedans. Mais en tout cas, effectivement, c'est un signal un petit peu positif pour la population donc, de la bande de Gaza, qui en fait est totalement dépendante de l'aide humanitaire internationale. Vous parliez il y a quelques instants, Général, des otages. Et il y a eu le corps de ce Français, Orion Hernandez Radou, qui a été retrouvé cette semaine. Il y a en Israël une réunion du cabinet de guerre qui est prévue ce dimanche sur les négociations pour libérer les otages. Est-ce que ça peut déboucher sur quelque chose ? Alors, il faut, par exemple, le patron de la CIA, l'agence de renseignement américaine, était hier à Paris pour discuter. Justement. Donc, derrière, ça continue à discuter, mais on voit bien que c'est compliqué. Visiblement, il faut poursuivre ces efforts, on va dire, qui sont, non pas, un peu dans le secret, pour essayer de retrouver une position qui permettrait d'envisager effectivement une trêve. Mais cela veut dire que pour les otages encore vivants, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un certain nombre d'otages qui sont hélas décédés, comme notre compatriote franco-mexicain dont le corps a été rapatrié. Il va falloir encore faire preuve de beaucoup de patience. Merci, Général. Toute autre considération à 15h16 sur BFM TV. Les Britanniques qui se demandent si les barman ne sont pas devenus un petit peu radins. Avec cette étude britannique qui a montré que 70% des verres d'alcool servis dans le pays ne sont pas suffisamment remplis. Un préjudice qui s'élève tout de même à plus de 130 € pour les buveurs réguliers. Reportage sur place de Laura Calmus. Dans ce pub du nord de Londres, l'alcool coule à flot et les mesures sont bien définies. Excuse me, can I have a glass of wine, please? Une pinte de bière correspond à 568 millilitres et un verre de vin à 175 millilitres. Des mesures précises, mais vraisemblablement pas toujours respectées par les pubs. Une organisation de protection des consommateurs a passé 137 fois commande à travers le pays et s'est rendu compte qu'il manquait entre 4 et 5% d'alcool à 96 reprises, soit dans 70% des cas. Une constatation qui étonne les consommateurs. Je ne vérifie jamais, je leur fais confiance. Et c'est pas bien au fond, car je crois les gens qui me servent. Je suis très surprise car pour le vin, la quantité est mesurée, mais je pense qu'ils ne font pas tout à fait attention. Mais 5% en moins d'alcool, ça va. Si c'était 50%, évidemment, je serais déçue. Tout est réduit de nos jours. Je ne suis qu'à moitié étonné, à vrai dire. Nous aussi, nous avons décidé de faire le test nous-mêmes pour voir si en effet dans ce pub, les mesures sont respectées. Regardez. Eh bien, ici aussi, on a l'impression qu'il manque quelques millilitres, à consommer évidemment avec modération. Et puis on vous parle aussi à présent d'un logo Origine Info. Ce nouveau logo sera apposé sur les produits alimentaires transformés et permettra aux consommateurs de connaître la provenance des différents ingrédients. Les explications de Mathilde Couvillière-Flornoy. L'indication Origine Info vise à indiquer la provenance des ingrédients présents dans les produits transformés. Il sera visible sur l'emballage ou par un QR code et indiquera le pays d'origine des 3 principales matières agricoles du produit.
Alors, est-ce que les Français vont y faire attention? Franchement, avec ce qui se passe dernièrement, je fais plus attention au prix que les origines. Après, voilà, que ça vienne de n'importe quel pays, ça me dérange absolument pas. Quand je fais les courses, je regarde les prix, voilà. Le logo, bon, non. Je sélectionne plutôt les produits français, donc forcément, par rapport à ça, ça peut m'aider. Origine Info doit apporter plus de transparence aux consommateurs. À terme, selon ce spécialiste, cet indicateur pourrait influer sur la consommation des Français. En indiquant l'origine des produits agricoles aux consommateurs, on va permettre aux clients qui le veulent et qui le peuvent de modifier peut-être leurs achats en faveur de produits alimentaires qui comporteront davantage d'ingrédients français que d'autres. Et donc, dit de manière un peu rapide, ça peut permettre aux consommateurs d'aider les agriculteurs français. Ce logo se fera sur la base du volontariat pour rester dans le cadre du droit européen. Pour l'heure, 80 entreprises ont déjà signé la charte. Restez avec nous dans un instant, nous reviendrons sur les contours de la réforme de l'assurance chômage qui ont été précisés par Gabriel Attal, avec notamment la réduction de la durée d'indemnisation et des conditions d'attribution encore plus strictes. Rendez-vous dans quelques instants pour en savoir un peu plus et sur ce que dénoncent les syndicats.